Bonjour et bienvenue dans Les Experts, Parole de Leader. Je suis Philippe Belgrand, producteur de podcast et aujourd'hui j'ai un invité de valeur. Vous le savez, j'aime bien effectivement rencontrer des gens différents dans les experts et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Fabien Lecoeuvre. Bonjour Fabien. Bonjour Philippe. Alors Fabien Lecoeuvre, c'est Fabien Lecoeuvre Organisation, en fait un site qui propose pas mal de choses et Fabien en fait c'est l'homme un peu multipotentiel, c'est-à-dire que c'est un expert en identification effectivement d'œuvres. Là par exemple je suis tombé sur l'interview de Jordan Deluxe où il en parlait. Il est expert et ça lui permet effectivement donc d'expertiser des œuvres. Il est aussi attaché de presse, il est formateur parce qu'il aime transmettre effectivement son savoir de la communication. Il est auteur, il a écrit 67 livres et il a commencé la télévision avec Dominique Ancien donc sur TF1 pour la partie télé, ça a été la partie du lancement. On va en parler ensemble et puis bien sûr impresario. Fabien, comment tu pourrais te présenter à nos auditeurs en une phrase, s'il te plaît? Une phrase, je suis un petit garçon qui a traversé le temps et qui, depuis maintenant plus de 40 ans, exerce dans un métier que j'ai choisi. Voilà, et c'est aussi simple que ça. Je reste accessible, j'ai une forme de modestie parce que il n'y a pas de lendemain dans nos métiers, il y a une fragilité de nos métiers. Donc je suis très lucide, très conscient et c'est pour ça que j'ai ce regard un peu, j'ai beaucoup de recul sur ce que je fais, voilà, et ce que je dis. Alors moi ce que j'ai vu sur une interview également de toi sur Europe 1, c'est qu'en fait très tôt tu voulais rentrer dans les coulisses, c'est-à-dire que c'était ton rêve quoi, tu voulais accéder en fait aux artistes, ce qui était un peu secret. C'est exactement ça. Moi j'ai commencé ma vie très tôt. D'abord j'ai un père qui est un brillant ingénieur qui dirigeait des forages pétroliers ou des raffineries de pétrole. C'est comme ça que j'ai beaucoup déménagé dans mon enfance. Ma mère était mère au foyer, j'ai 2 sœurs, j'ai grandi entre Paris et la Normandie. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que j'avais une tante Simone qui m'emmenait toujours voir les émissions de radio, de télévision. Donc j'assistais à des émissions de Guy Lux à la Maison de la Radio, Système 2, Ring Parade, Domino, à Europe 1, elle m'a emmené voir des émissions RTL, etc. Et donc j'ai toujours, et voir des spectacles. C'est comme ça que j'ai vu Joséphine Baker en 75, j'ai vu Luis Mariano dans la Caravelle d'Or en 69. J'ai vu aussi Annie Cordy, Sylvie Vartan, Claude François, Johnny Hallyday, j'ai vu les Compagnons de la chanson, Brassens et tant d'autres. Et ça m'a donné le goût du spectacle. Seulement, à chaque fois que j'allais à l'issue des spectacles, souvent les artistes dédicaçaient leur programme dans les halls, il y avait toujours une porte marquée « Interdit au public, accès aux coulisses, loges, etc. » Enfin bref. Et alors je posais toujours la question à ma tante, j'avais je sais pas entre 8 et 12 ans, et je disais mais pourquoi on va pas là nous ça? Ben non, là c'est là où les artistes se changent, c'est là où ils se reposent, c'est là où après ils s'en vont, etc. après le spectacle et tout ça. Et en fait, j'ai jamais pu passer la porte des coulisses toute ma petite enfance, on va dire. Et puis un jour, quand j'étais après mon bac, j'ai fait mes 2 ans pour passer mon diplôme à la Chambre de commerce de Paris, rue Armand-Moisan, à Lexip. La première et deuxième année, j'étais super chef de classe, qui est devenu après super chef de toutes les classes de l'école. Et après, je restais le samedi matin, un samedi sur 2, pour présenter des programmes dans une circuit de télévision interne à l'époque, et câblé tout ça à l'époque, dans les grandes métropoles françaises, Rennes, Lille, Lyon, Bordeaux, etc. D'accord. Et puis un jour, on a reçu Lynn Renaud. Ouais. Dans cette espèce de programme que je présentais, j'ai reçu Lynn Renaud et qui venait parler de sa 4e ou 3e rentrée au Casino de Paris. Et j'ai reçu une invitation à la Jonchère chez elle, et puis on a sympathisé. Mais avant, elle m'a invité au Casino de Paris, et je suis allé la rejoindre, et c'est la première fois que je passais les coulisses, les portes des coulisses, pour accéder à la loge de Lynn Renaud à l'issue de son spectacle Paris-Lynn. Et donc c'est Lynn Renaud qui m'a fait accéder un jour aux coulisses, et puis comme je suis un ch'ti du côté de mes parents, mes 2 parents, qui sont nés entre Arras et Douai dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, et bien elle m'a pris un peu sur son aile, mon père étant d'Armentières, elle m'a pris un peu sur son aile, et vous savez, dans ces années-là, à la fin des années 70, on avait une angoisse, nous les garçons, c'était faire le service militaire. C'est une angoisse. On partait en Allemagne, généralement. Ouais. Et grâce à Lynn Renaud, j'ai fait mon service militaire sur Paris. J'ai fait mes classes, après je suis parti au Bourget, j'ai fait Évreux, le Bourget, j'ai fait Duny, les plaines de Duny à côté du Bourget. J'ai fait le ministère de l'Air, j'ai fait Doullens, enfin bref. J'étais au service sport et spectacle et c'était sympa et grâce à Lynn Renaud, et du coup je suis resté en maison de disque pour travailler quand même en maison de disque après 17 heures à la fin de l'armée, quoi. D'accord. Alors, je rentrais chez moi dormir tous les soirs. Voilà comment j'ai fait ce métier et je peux toujours dire merci aujourd'hui à Lynn Renaud. Et ben on la salue d'ailleurs. C'est vrai. Alors on va essayer de faire une réponse un petit peu plus courte, Fabien, parce que j'ai quand même une ribambelle de questions à te poser. Alors j'aimerais qu'on insiste quand même sur la partie de la transmission, parce que bon, tu es un professionnel, ça fait des années et des années que tu as beaucoup de matériel.
Quand je dis matériel, c'est-à-dire que tu as rencontré des artistes, etc. Tu as toujours tes petits carnets effectivement avec toi. Donc tu aimes la documentation, tu es un perfectionniste, tu fais les choses effectivement au plus profond des choses, de façon précise, et là tu as envie de transmettre. Alors cette transmission que tu apportes par exemple au niveau du studio École de France ou de l'ESJ, comment d'une certaine manière elle se matérialise? Qu'est-ce que tu dis aux élèves étudiants? Qu'est-ce que tu leur apportes concrètement? Déjà j'ai un programme pour enseigner qui est adoubé par le ministère de l'Éducation nationale, évidemment. Parce que j'ai un programme que je dois appliquer. J'ai souvent les premières années, moi, que ce soit l'ESJ ou au Studio École de France. J'interviens aussi en fac de droit à Lille, aussi en section communication. Bon, j'interviens comme ça sur des écoles très particulières, professionnelles, la chambre de commerce de Paris, porte de Champéret. Enfin, régulièrement, je peux intervenir dans des écoles. Je transmets un savoir et une expérience. Parce que, en fait, quand on commence pour faire ce métier en communication, moi, j'ai eu des élèves aussi célèbres que Michael Youn, que Devoise, Alexandre Devoise, enfin, des gens de cette qualité. Et beaucoup d'autres réalisateurs qui sont dans ce métier aujourd'hui. Ouais. Ce qui est important, c'est l'expérience. Et quand on a 40 ans de métier comme j'ai moi aujourd'hui, mais comme j'enseigne depuis déjà 25 ans, 27 ans même, et j'aime transmettre comment, parce qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de carrière étalon, on va dire. C'est-à-dire quelqu'un qui, voilà, les réussites sont pas les mêmes pour tout le monde. Il y en a qui réussissent à 22 ans, d'autres à 40 ans. C'est comme ça. C'est la loi de la vie. Donc j'aime faire partager mon expérience parce que même si elle change selon les générations, selon les époques, mais quand même, le travail reste quand même le même. Donc, j'aime bien expliquer. Alors, j'ai une partie en travaux purement enseignement, avec un programme que j'applique. Et après, les 45 dernières minutes de mes cours de 2 heures sont consacrées au TP, travaux pratiques, avec l'exemple appliqué. Et ça, c'est intéressant, parce que je sais que les élèves, j'en croise beaucoup de mes anciens élèves, depuis 27 ans, et ils ont toujours gardé en mémoire mes anecdotes et mes jolies histoires. D'accord. Alors moi c'est vrai que j'ai eu un patron qui était un patron d'une locale de Radio France et il me disait, il voulait pas entendre parler lui des écoles et il me disait, tu sais, le métier d'animateur radio, de technicien ou de journaliste, on l'apprend sur le terrain, sur la base, et à partir de ce moment-là, lui il était absolument contre tout ce qui était école et en fait il me disait, si tu veux vraiment faire de la radio, il faut d'une certaine manière bouffer du micro. Voilà, il faut que tu bouffer du micro, rencontrer des gens, etc. Et c'est là où tu vas apprendre le métier. Et c'est vrai que c'est une école un peu particulière, le groupe Radio France, parce que en fait, il y a le technicien en face qui est ton premier spectateur, et c'est lui qui te guide. En fait, c'est une sorte de DA, c'est une sorte de directeur artistique. Oui, je connais bien. Voilà, et qui te dit si t'es bon ou pas bon. Je faisais la petite parenthèse. J'aimerais également qu'on soulève un point qui est important aussi, je pense, pour toi, à force de te regarder dans tes PMP ou dans les différentes émissions, ou à force d'avoir effectivement beaucoup de consommé depuis 2-3 jours, des interviews sur toi. Donc, Fabien, j'ai remarqué que t'étais très fidèle en amitié. J'aimerais qu'on parle un peu de tes amis rapidement. Patrick Sébastien, Cyril Hanouna, avec qui effectivement tu as commencé à faire de la radio, Jean-Pierre Foucault. Alors, et tant d'autres, quoi. J'ai des amis, moi, dans ce métier avec qui j'ai commencé. Alors, j'ai commencé, moi, avec Karen Cheryl, par exemple. Et on est toujours amis. C'est drôle parce qu'elle m'a appelé hier soir. On est resté, je sais pas, une demi-heure ensemble au téléphone. On s'appelle régulièrement. C'est une belle personne. D'abord, c'est une fille extrêmement douée, très intelligente et qui sait interviewer les gens, les artistes. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'elle est depuis 25 ans à Europe 1, évidemment. Ouais. Mais surtout, les artistes lui font confiance parce qu'elle-même, elle est passée par la case artiste. Et Dieu sait, avec ses 8 ou 10 millions de disques qu'elle a vendus en 7 ou 8 ans de carrière, c'est pas rien non plus, mais c'est ce qui fait qu'elle a le respect de tous les artistes qui passent par son micro. Donc ça, c'est vraiment une amie pour moi aujourd'hui, parce que ça fait 44 ans. Je lui ai remarqué hier soir, ça faisait 44 ou 45 ans qu'on se connaissait. Vous imaginez. Patrick Sébastien, par exemple. Alors, Patrick Sébastien, qui est un amour de garçon, j'ai travaillé 14 ans avec lui, évidemment, on est toujours en rapport. Quand je descends dans le sud-ouest, je suis obligé de passer par chez lui, par Brive-la-Gaillarde, etc., et Martel, là où il réside. Bon, voilà. Après, j'ai Claude François Junior, qui est un ami. Ça fait 31 ou 32 ans qu'on travaille ensemble. Après, j'ai des gens avec qui je suis resté, avec qui je suis très ami aussi, au-delà de nos querelles. Un mec comme Michel Polnareff, parce qu'on a une vraie amitié entre nous, même si on se dispute, comme les amis peuvent se disputer aussi. Donc voilà, il y a des gens qui ont marqué mon parcours et je pense que j'ai marqué aussi un peu le leur, directement, et avec qui on s'appelle de temps en temps, pas forcément pour travailler ensemble, mais pour échanger, c'est tout. Et puis bien sûr, Cyril Hanouna, t'as commencé à faire de la radio avec. Cyril Hanouna, c'est mon ami depuis 17 ou 18 ans. J'enregistre maintenant tous les vendredis parce qu'il demande que il veut que j'intervienne la dernière heure de TPMP. Et bien sûr, c'est un copain. Évidemment, on se parle, on s'appelle, on s'envoie des SMS pendant les émissions, on s'envoie.
C'est un type que j'aime bien. Il est comme il est à la télé, comme il est dans la vie. On peut pas tricher. Vous savez, quand on prend cette statue-là dans notre métier, on peut pas faire semblant. Vous savez, on traverse pas le temps si c'est une posture qu'on emprunte. Et lui, il n'est pas dans une posture, Cyril. C'est tout l'inverse de la posture. C'est-à-dire lui, il est vrai. Et il a un cœur gros comme ça. D'abord, il est très brillant. Il sait. Il a un instinct. Il a d'immenses qualités. On va dire au-delà d'être un bon animateur, parce qu'il fait un du one man tous les soirs. Finalement, c'est ce qu'on veut. C'est son one man show. En s'appuyant sur des gens de talent comme une Benaïm, comme un Gilles Verdez, comme une Géraldine Maillet, comme un Jean-Michel Maire ou un Fabien Lecoeuvre. Il s'appuie sur des gens comme ça pour justement faire son one man. Donc on sait qu'on est un peu utilisé, mais en même temps, ça nous fait tellement rire nous-mêmes qu'on adore ces taquineries, finalement. Ouais, c'est clair, ça fait partie du jeu. Bon, pour moi, j'aime bien son côté battleur. Cyril Hanouna, c'est quelqu'un qui insuffle, il insuffle du rythme. Bien sûr. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on parle aussi de Jean-Pierre Foucault, parce que Jean-Pierre Foucault, c'est quand même quelqu'un qui fait partie du patrimoine du PAF, le paysage audiovisuel français susnommé. Et moi, je me souviens bien sûr de Sacrées Soirées, entre autres. Oui, alors Jean-Pierre Foucault, moi j'adore ce mec, évidemment, parce que d'abord c'est un grand animateur radio, mais télé aussi, parce qu'il a démarré, c'est un des pionniers de la radio. Il a démarré, je crois, en 63, 64 à la radio. Ouais, sur RMC à l'époque, c'était Radio Soleil. Non, il a fait d'abord Europe 1, après il a fait RMC, après. D'accord. Et après, il a fait même RTL. C'est vraiment un très grand animateur de radio. Après, le temps fait son œuvre, et puis il y a d'autres générations qui poussent. Mais c'est vrai qu'à chaque fois je le croise, et je l'ai croisé la semaine dernière, en sortant du plateau de chez Hanouna d'ailleurs, et lui il venait de faire aussi une interview, parce qu'il a remplacé la semaine dernière, je crois, au micro sur Europe 1 à la matinale, pour un remplacement de vacances d'ailleurs. Il est excellent, les gens l'adorent, et on s'est embrassé, et il m'a dit: alors, tu me l'as trouvé mon affiche? Parce que j'ai un joke avec lui. Il avait présenté un concert de Claude François en 1970, quand Claude François s'était écroulé sur scène en mars 70, et qu'il est remonté sur scène à Marseille. Et il y a une affiche qui existe, il l'a vue cette affiche à l'époque, je l'ai vue moi aussi, une qui était très abîmée d'ailleurs, qui avait été presque recouverte avec son nom, et il cherche cette affiche. Il m'a dit: mais trouve-la moi, c'est ce que je cherche le plus dans la vie. Alors j'essaye, ça fait quelques années. J'ai déjà trouvé une qui est en très mauvais état, mais j'espère un jour trouver une en bon état pour faire plaisir à mon ami Jean-Pierre. Aussi, une partie importante, c'est Dominique Cancien, bien sûr, qu'on se rappelle, qui était à la direction, je crois, artistique ou des programmes de TF1 Des programmes de TF1, absolument. Ouais, c'est ça. Dominique Cancien, un jour, j'ai fait un dîner avec elle, j'ai tellement fait le clown à table avec mes histoires et j'ai raconté toutes mes anecdotes. Elle m'a dit: il faut que tu fasses la même chose en télé. Elle m'a mis en coprésentation avec Véronica Loubry, avec Frédéric Bedos, avec Yves Lecoq, etc., avec Dave. Finalement, j'ai démarré ma carrière comme ça en télé. Elle croyait beaucoup en moi. Je trouvais que tout se passait entre mes deux yeux, mon nez et ma bouche en télé. J'avais un pouvoir de conviction quand je racontais en télé des choses. Et puis depuis, je la remercie encore et je serai toujours reconnaissant pour Dominique Cancien, que je croise quelquefois d'ailleurs, même à Los Angeles. Un jour avec Paul Narev, j'ai croisé Dominique Cancien, on a dîné ensemble le soir, tous les trois. Ce qui est important aussi à dire aux gens qui nous écoutent, moi j'ai été voir sur ton site, il y a quelque chose quand même qui, dans une des interviews d'ailleurs que tu as donné, je ne sais plus où, tu dis il y a deux choses importantes dans la vie, un regard à des beaux yeux et en même temps d'une certaine de savoir raconter des histoires. Je pense, non mais le secret pour faire de la télévision, tous les mannequins ou les belles personnes peuvent pas faire de la télé. Il suffit pas d'être beau pour faire de la télé. Et généralement, c'est pas les mannequins qui présentent les émissions de télé. Mais il faut avoir quelque chose dans le regard, faut avoir et puis une allure, être un personnage en fait. Faut pas essayer d'être parfait. On peut se tromper en télévision. D'ailleurs, dans les années bonheur, souvent, avec Patrick Sabastien, j'ai fait 14 ans avec Patrick sur les années bonheur. Des fois, je me trompais, je bafouillais. Des fois, j'inversais. Je me souviens un jour, j'avais dit à Corinne Hermès, en présentant son disque en retour d'émission, j'ai dit voilà, et surtout acheter son best-of. Au lieu de dire best-of, j'ai dit best-of. Bon, évidemment qu'on l'a laissé au montage, parce que ça fait mourir de rire la salle et le téléspectateur. Ouais, c'est clair. Voilà, parce que si vous êtes absolument parfait, comme Olivier Mine, par exemple, qui est un grand animateur de télévision, Olivier Mine, mais qui refait, dès qu'il se trompe, il refait la séquence. Le problème, c'est que ça enlève la vie. Et ça enlève on doit aussi se tromper en télévision ou en radio. Il faut se tromper. Ça vous donne des ailes humaines. Alors là, tu me donnes l'enchaînement, justement. C'est l'échec, parce que dans toute réussite, il faut passer par l'échec. Les plus grands entrepreneurs, les Steve Jobs et autres, les Bill Gates, sont tous passés finalement par l'échec. Aux États-Unis, c'est une politique de réussite, l'échec. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'expérience, c'est une somme de conneries, souvent. Oui, bien sûr. Et alors, je crois que c'est dans l'interview de Jordan, tu dis à un moment, j'ai fait 2 bides. Je crois que c'est Gainsbourg et Goldman au niveau des bouquins, non? Oui, dans les bouquins. J'ai fait une collection chez Hugo, la véritable histoire des chansons. Alors, j'ai fait Claude François, j'ai fait Sardou, j'ai fait Johnny, j'ai fait Renaud, j'ai fait Boruel, j'ai fait Farmer, j'ai fait Céline Dion et j'ai fait Gainsbourg et Goldman. Eh bien, les plus petites ventes de la collection, alors Dieu sait si Goldman, c'est un monstre sacré, c'est un des plus gros vendeurs de disques, c'est l'artiste préféré des Français, et j'ai vendu que 5800 livres.
livre. Et Gainsbourg, c'est mon éditeur qui voulait dans cette collection Gainsbourg, avec la légende de Gainsbourg, avec le génie de Gainsbourg. Et on a fait 3300 livres. Alors, pour me rassurer, j'ai dit, est-ce que c'est parce que j'écris mal ou parce que, bon. Et en fait, j'ai vu les autres ventes de livres grâce à Ticanet. Maintenant, j'ai vu les autres ventes. Gainsbourg, c'est pas un gros vendeur de livres. Il fait toujours entre 2005 et 3005. Donc, j'étais dans la bonne moyenne. Et puis bien sûr, il y a un volet effectivement qu'on va m'en vouloir de ne pas l'avoir traité, c'est le côté impresario, voilà, agent, comme tu dis, agent maintenant. Oui, mais c'est-à-dire que en fait, quand je travaille avec quelqu'un, d'abord je peux pas travailler avec des gens que j'aime pas. C'est n'importe quel attaché de presse ou agent vous le dira. On ne peut pas travailler avec des gens qu'on n'aime pas, qu'on ne sent pas, pour lesquels on n'a pas une vibration. Donc j'ai toujours travaillé avec des gens que j'aimais. Voilà, donc on est un peu nounou parce que ils nous appellent le matin, ils nous appellent le midi, ils nous appellent le soir, ils nous appellent la nuit. Et puis, vous savez, les artistes sont habités par le doute et l'angoisse. Évidemment. Donc ils ont besoin d'avoir des gens à parler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc on a un peu ce rôle quand on travaille avec tous ces gens. Ouais, c'est clair. Donc voilà, donc ça m'a toujours fait plaisir et moi ça me dérange pas. Je dors 3-4 heures par nuit, donc je suis HPI, voilà, donc j'ai aucun problème. Donc voilà, donc je dors très très peu. Alors s'il y a des personnes qui n'ont pas trouvé encore assez d'informations sur toi, il suffit qu'ils aillent sur ton site, ça s'appelle lecoeuvre presse.com et là on peut retrouver tout un tas de trucs, on a les photos, moi j'ai regardé hier, j'ai passé des minutes et des minutes à regarder les photos, c'est extraordinaire. On a même d'ailleurs une photo, je crois, de Daniel Gilbert et de Guy Lux où tu es juste à côté en tant que un peu animateur quoi. C'était une émission de Dominique Tancien. Une des toutes premières, elle m'avait mis entre Guy Lux, Daniel Gilbert. Vous imaginez la pression, hein, parce que ça a été quand même deux grands personnages de la télé. Hein. Ouais, c'est clair. Et puis c'était très sympa. Il y a cette photo qui a été faite, je sais plus sur le plateau, enfin bref, et qui circule. Et effectivement, oui, c'est des monstres sacrés de la télé. Mais ça, bon, après, voilà, ça m'a fait plaisir, en tout cas, de les rencontrer un jour dans ma vie, bien sûr. Il y a une question qui me vient à l'esprit comme ça aussi. T'as jamais eu envie d'avoir ton propre média, de devenir disque de jockey animateur, comme on disait dans les années souvenirs? D'avoir ta propre radio, ta propre télé, ta propre émission de télé, malgré que dans les années souvenirs, je crois que Patrick Sébastien te regardait dans une émission qui est avec sa maman, je crois qu'elle disait effectivement, oui. J'aime bien regarder le Coeuvre, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est comme ça que Patrick m'a engagé un jour sur les années bonheur, parce qu'il regardait l'émission Pour le plaisir sur France 3, j'intervenais 2-3 fois dans la semaine pour raconter des histoires. Et la maman de Patrick Sébastien, Dédé, elle avait dit à son fils, il y a un mec que j'adore, mais quand il est pas dans l'émission, j'éteins mon poste. Elle me dit, c'est Fabien Lecoeuvre. Alors, c'est comme ça que Patrick un jour m'a appelé. Il m'a dit, on va faire une émission ensemble. J'ai dit, ah bon? Ça s'appelait Les Années Bonheur. Les Années Bonheur, c'était le nom d'une des chansons sur un des albums de Patrick. Et, je dis, ah bon, très bien. Bon, j'ai raconté mes histoires, machin. La première émission, on a fait 7 ou 8 millions. À l'époque, c'était énorme. Donc après, on en a fait 3 autres l'année suivante. Et puis l'année suivante, on en a fait 7 autres. Puis voilà, puis j'en ai dû en tourner 117, 118 avec Patrick. Et donc, alors, je te repose ma question. Pourquoi t'as jamais eu, en fait, un média? Pourquoi t'as jamais été, en fait, à la tête d'une radio? Ça s'est pas présenté. J'adorerais diriger une radio ou une chaîne de télé, évidemment. À l'âge que j'ai, j'aimerais bien. Parce que je sais exactement, d'ailleurs, Patrick Sébastien est un grand modèle. C'est un monsieur qui fait de la télé pour les gens qui regardent la télé. Parce qu'ils sont pas tous comme ça, les dirigeants. Attention, malheureusement. Des fois, tu comprends les catastrophes dans les audiences, hein. Ça s'est pas présenté et en même temps, je suis un narrateur, un raconteur d'histoire. Je pense que tu peux pas être à la fois animateur. Les animateurs, c'est ceux qui passent les plats. Mais ils invitent des personnalités qui ont des choses à dire. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça. Mais alors, moi, bien sûr que je peux présenter une émission de télé. C'est déjà arrivé. Pour Télé Mélodie, j'ai présenté des trucs. Ou alors, même la radio le matin, quand Cyril Hanouna n'arrivait pas à l'heure à 6h du matin à Énergie, je commençais la radio sans lui, évidemment. Donc, le 6-9. Donc, ça m'est arrivé. Mais ça s'est pas présenté parce que je pense que les gens me trouvent plus d'intérêt quand je raconte mes anecdotes que finalement, quand je présente, je me rends dans une autre case qui n'est pas forcément la mienne. Moi, je suis très fataliste et si un jour je le fais, je serais très ravi de le faire. Mais si je le fais pas, que je reste jusqu'à 95 ans en train de raconter mes histoires à la télé, que ce serait le vieux Pierre Tchernia ou le vieux Pierre Bellemare des années 2050, j'ai pas de problème là-dessus parce que moi, c'est mon métier, j'aime ça. J'ai aucun problème. Oui, en fait, si tu veux, je te pose cette question parce que c'est vrai que ça m'a fait tilt avec Pascal Sevran. Tu vois, moi, j'écoutais une émission le soir qui était faite par un non-voyant quand il avait Radio Montmartre. J'étais en fait avec mon Walkman et j'écoutais cette voix de ce non-voyant. Il avait un côté magnétique en fait. Et je trouve que Pascal Sevran avait une très très bonne idée de pouvoir effectivement être propriétaire de Radio Montmartre. Et bon, lui, il était pro-contrôle, donc il fallait qu'il contrôle tout, etc.
pas, comme il y a beaucoup de gens qui sont dans le pro-contrôle. Mais je me suis dit, tiens, Fabien Lecoeuvre, ça serait intéressant. Il y a quand même M Radio, il y a Chant de France, il y a Chérie FM, il y a du matériel, quoi. Mais peut-être que dans les 5 ans, je vais avoir un patron d'émissions de radio ou de propriétaire de chaînes de radio ou de télé qui va me dire, écoutez, nous, vous voudrez, vous avez une telle expérience pour diriger des équipes d'animateurs, des équipes et peut-être qu'ils feront appel à mes services, probablement. Et je refuserai pas parce que j'adore travailler en collectivité, j'adore les groupes, j'aime pas faire partie des équipes, j'adore ça. Et j'ai un peu d'expérience dans tout ça aussi, avec les réseaux, les relations que j'ai. Évidemment, je peux apporter beaucoup à une radio demain, bien sûr, on le sait. Tu me parles de réseau, justement, là aussi, ça me donne l'enchaînement. Bon, moi, je suis breton, tu interviens sur des médias, effectivement, d'un breton, Vincent Bolloré, qui est Europe 1, mais qui est aussi CNews. Donc, comment s'est faite la rencontre avec Vincent Bolloré? Comment, d'une certaine manière, vous vous êtes rencontrés tous les deux? On s'est rencontrés parce qu'il avait une chaîne de télé qui s'appelait iTélévision. Il avait la Tour Bolloré qui était à Puteaux. Et à chaque fois que Jean-Marc Morandini faisait des émissions déjà pour lui à l'époque, il était planté par un invité parce que l'invité était bloqué dans un embouteillage, parce que l'invité avait oublié, parce que ceci, cela. Il m'envoyait son chauffeur, Vincent Bolloré, que j'avais mes bureaux avenue des Ternes, pas très loin, donc de la place de l'Étoile et surtout de la tour à Puteaux, la Tour Bolloré. Donc, et puis je dépannais, je racontais des histoires toute la soirée pour remplacer les invités. Donc, Vincent Bolloré n'a jamais oublié, c'est un homme de mémoire. C'est un vrai dirigeant, c'est un vrai chef d'entreprise, c'est un homme extrêmement brillant, qui a les valeurs de la terre. Mais comme j'ai été élevé aussi en région. Donc, en fait, on s'est vite reconnus. Il savait qu'il pouvait compter sur moi quand il y avait une planterie au micro. Donc, j'arrivais, je racontais mes histoires, je racontais des anecdotes, des histoires de chansons, je racontais des trucs invraisemblables sur les artistes. Et donc, on passait une soirée magnifique. Et en fait, les gens étaient très heureux à la télévision. Et donc, j'ai toujours été adoubé, en tout cas, par Vincent Bolloré, parce qu'il s'est souvenu de ses premières années. Je me souviens, parce que je l'avais pas revu depuis un petit moment, mais un jour, j'ai fait les 35 heures avec Cyril Hanouna sur le plateau de C8. Eh bien, il est venu embrasser 2 personnes sur le plateau, Cyril Hanouna, bien sûr, et moi-même. Donc, et j'ai trouvé ça touchant, émouvant. Et puis voilà, quand on partage, vous savez, quand on partage des valeurs, les valeurs de la vie, eh ben on se reconnaît souvent entre nous. Et c'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, je fréquente pas forcément Vincent Bolloré, mais enfin il sait qui je suis. Il aime bien mes anecdotes, mes histoires quand je les raconte, les diffuse sur CNews, sur C8, pourquoi pas sur France Télévisions quand ça m'arrive encore, ou sur France 3 ou ailleurs ou M6. Il me voit, etc. Il sait que je suis un spécialiste. Et puis il sait que je défends des valeurs, voilà. Après, je passe pas mes journées non plus avec lui, mais il sait, vous savez, il sait reconnaître les gens quand on est des bosseurs. Moi, je suis un bosseur aussi. Lui, c'est un gros bosseur aussi, y compris les gens qui dirigent son entreprise aussi par ailleurs. Vous savez, on se reconnaît, on n'a pas besoin de se le dire, on sait. Voilà, c'est comme ça. C'est instinctif, je pense. Oui, et puis c'est aussi les valeurs de l'amitié, les valeurs de la fidélité, etc. C'est ça aussi qui constitue d'une certaine manière la durée des années, et justement où on a plaisir à travailler avec les gens un peu qui nous ressemblent. On prend par exemple les Louis de Funès ou les grands acteurs, ils ont toujours travaillé effectivement dans les mêmes équipes. Hein. Mais Cyril Hanouna, ça m'est arrivé de pas travailler avec lui pendant 1 an et demi, 2 ans. Puis après il me fait rappeler par un collaborateur, il est absolument marre pour une émission. Bon, je viens, et puis après on travaille tous les jours ensemble pratiquement. Puis après on se voit plus pendant 15 jours, puis après. Mais c'est ça l'amitié, c'est-à-dire qu'on se retrouve, on se repère, on se retrouve. Mais il sait qu'il peut compter sur moi, parce que quand il a eu des difficultés, quand il y a des choses comme ça, j'ai toujours pris sa défense intelligemment, etc. Parce que d'abord je le pense, parce que c'est un garçon que j'aime beaucoup, voilà, qui est rempli de talent. Moi je serais incapable de faire ce qu'il fait. Et puis je l'amuse, moi, avec mes anecdotes, mes histoires, mes détails. Ça le fait rire. Je suis un petit personnage pour lui, comme lui, il est pour moi, il est un grand personnage à côté. Donc non, mais c'est comme ça, on se reconnaît. Je crois que on n'a pas besoin de se dire je t'aime parce qu'on se reconnaît. On est, voilà, comme moi j'aime Patrick Sébastien, je l'aimerais toute ma vie parce que d'abord je lui dois beaucoup, et puis on parle, on se regarde des fois, on se donnait des coups de genoux sous la table pendant 14 ans, et puis on se regarde, on sait, on échange des regards, on sait, on n'a pas besoin de parler, on sait parfaitement ce qu'on pense, lui comme moi. Moi je connais sa respiration par cœur, je sais quand je pouvais parler à un moment donné parce qu'il était à bout de souffle. Donc voilà, mais tout ça se fait dans l'amitié, voilà. Et c'est très important, mais on se dit pas je t'aime tous les jours non plus, et pourtant c'est des je t'aime d'amitié évidemment. Mais on se les dit pas forcément, mais il sait. Moi un jour il m'appelle à 3 heures du matin parce qu'il est en train de finir un livre, il veut me lire un chapitre pour savoir ce qu'il a dit est vrai chronologiquement. Donc il m'appelle, il me lit son livre pendant 45 minutes la nuit. Et ça me fait plaisir, c'est là où on peut se parler, il est tranquille et moi aussi. Et puis après on se raccroche, je l'ai plus pendant 15 jours après. Puis après il me rappelle 2 fois dans la journée qui suit. Bon, c'est comme ça. Mais c'est ça les amis, on peut se retourner sur eux à n'importe quel moment. Tout à fait, c'est ça en fait le cœur du réseau, hein. C'est l'amitié, et ça dure dans le temps, hein. C'est très important. Et puis on connaît nos défauts et nos qualités. Moi il sait mes défauts, Patrick Sébastien évidemment, mais il connaît aussi mes qualités.
comme moi pareil, je connais les immenses défauts de Sébastien et les immenses qualités de ce garçon. Dans les émissions, je crois que tu étais toujours à sa droite, c'est ça? J'étais toujours à sa gauche, en fait. À sa gauche, Il était à ma droite. En fait, lui, il était à ma droite, j'étais à sa gauche. Je sais même pas le nombre d'heures entre le téléphone, la télé, qu'on a passé ensemble, mais c'est invraisemblable. Il doit exister, je sais pas, 20 000 photos de lui et moi ensemble. Et des images et des heures stockées à l'INA, à mon avis. Pour reprendre un mot de Patrick Sébastien, c'est génial, comme on dit. Justement, donc, on va conclure cette interview. Je la mettrai en 2 parties, pour ceux qui nous écoutent. Sûr, voilà, on va la fragmenter pour qu'elle parte sur les réseaux sociaux après, sur TikTok et puis sur Insta et d'autres. Mais, je vais terminer avec 2 questions, Fabien. Donc, la question que tout le monde attend, bien évidemment, qui est un peu comme le lait sur le feu. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Fabien? Et je trouve que quand tu interviews les gens, c'est c'est bien, mais j'aurais une observation à faire, c'est que les questions sont très orientées, mais dans le bon sens du terme, attention, très orientées. Tu attends une réponse très précise, et tant que tu n'as pas ta réponse, tu reposes ta question. Donc, tu fais des très bonnes interviews. Et en fait, tu sais pourquoi que je pratique de cette manière? Parce que je suis un fan, en fait, de Saint-Exupéry et du Petit Prince. Et pour moi, justement, quand je pose une question, si je passe par la porte et qu'on me donne pas effectivement la réponse, je repasse par la fenêtre. Oui, ou alors tu dis finalement, et l'interviewé, s'il n'a pas répondu à la question, et on te demande, mais c'était pas ma question, et tu réponds immédiatement, mais moi, c'est ma réponse. Voilà. Et puis, on va terminer par un petit clin d'œil. En fait, t'étais invité donc sur France Bleu Normandie, il y a pas très longtemps, et on t'a fait une petite surprise. Je suis tombé sur la vidéo, et alors moi j'étais vraiment hyper, mais alors ça m'a coupé le souffle, parce qu'en fait il y a un garçon qui s'appelle Jérémy Thomas, et alors pour moi, si tu veux, quand j'ai vu comment tu t'adressais à lui, etc., quand il est rentré dans le studio, et je me suis dit c'est génial, parce que en fait il va l'aider d'une certaine manière, il va l'aider, il va aller à son concert, voilà. En même temps, tu lui as parlé de Jean-Baptiste Guégan. Tu lui as dit que il y avait eu une analyse au niveau des cordes vocales de Jean-Baptiste Guégan par rapport à Johnny Hallyday, qu'on avait retrouvé une similitude par rapport effectivement au milieu de la carrière de Johnny. Et en fait, j'ai trouvé que tu lui mettais un pont d'or, c'est-à-dire que voilà, sans vouloir trop lui dire, c'était un peu en arrière-pensée. Si t'as besoin de moi, je suis là, quoi. Oui, parce que moi, je me revois à mes débuts, évidemment. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir un mauvais comportement avec des gens qui ont la passion de faire ou de vouloir choisir un métier. Et ce garçon, je me souviens, d'abord, j'adore les France Bleu et les Radio France, parce que j'aime bien cette délocalisation des choses et de donner accessible des micros régionaux à des futurs grands talents. Et ça, je trouve ça très bien. Et alors, je trouve que ce garçon, avec cette silhouette et tout ça, quand il est venu, et tous ses espoirs qu'il a mis sur la table et dans son micro, je trouve que c'est très émouvant. Moi, ça me touche beaucoup. Donc, ça rejoint un peu ce que je fais, moi, à l'école, dans les écoles dans lesquelles j'enseigne. C'est-à-dire que je donnerai la main toute ma vie, jusqu'à mon dernier souffle, à des jeunes talents. Parce que c'est merveilleux. J'ai beaucoup de stagiaires dans mon entreprise, aussi des gens qui font des stages par les écoles, etc., avec des conventions de stage. Et souvent, ils me rappellent 2 ans après, 5 ans après. Ils sont devenus maintenant animateurs de radio, ils sont devenus réalisateurs, régisseurs, etc. Et ça me fait plaisir déjà de les voir évoluer. Et ils se souviennent toujours de moi, de mes histoires surtout. Et c'est une satisfaction quand on est un ancien après de ce métier que de voir arriver les nouvelles générations qui ont autant de talent que les anciens, évidemment. Bon, l'époque n'est plus la même. Elle est aussi difficile, l'époque d'aujourd'hui, qu'elle l'était hier, parce que c'était pas mieux avant, c'était les mêmes complications. Et ça me fait plaisir de leur donner la main parce que c'est des gens qui m'émeuvent. À chaque fois, je serais capable de pleurer. Je serais capable de pleurer sur un type ou une fille qui arriverait demain dans un studio et qui serait dans un désespoir et qui en même temps formulerait tous ses vœux de réussite. Ça m'émeut parce que c'est de l'humain et finalement ce métier n'est fait que de ça. Et c'est à partir de là, c'est ces vraies valeurs qu'il faut construire sa carrière et son futur. Qu'est-ce que tu penses des web radios, ce qu'on a appelé effectivement les radios sur Internet? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un avenir? On voit par exemple que le groupe Énergie a mis énormément effectivement d'argent dans des radios thématiques, les radios donc de Claude François, les radios effectivement de différents artistes, donc moi ce que j'appellerais en fait des marchés de niche. Mais on a quand même le sentiment que les web radios associatifs, particuliers, etc., ça fait 40 ans qu'elles cherchent un modèle, quoi. Économique, je parle. Toutes les radios sont importantes. Vous savez, des fois, vous pouvez faire une émission, allez, sur France Inter, RTL ou Europe 1. Il y a des gens qui vous ont écouté, mais pas forcément, vous n'avez pas beaucoup de retours. Bon. Par contre, faites une émission, des fois, sur, je sais pas, moi, Totem FM. Je connais un peu là-bas dans le sud-ouest, ils sont des gens merveilleux. D'un seul coup, vous allez avoir 50 personnes qui vous envoient des messages sur Totem FM, parce que vous avez fait un passage dans la matinale de Totem FM un jour avec un phoneur dans la voiture. Il n'y a pas de petites et de grandes radios. Tous les communications, les représentations radiophoniques sont importantes. Que ce soit une web radio, une radio d'État, enfin une radio qui a évidemment un arrosage important médiatique,
Je crois qu'il n'y a pas sincèrement, pour moi, il n'y a pas de grands et petits médias. Tous les médias sont importants. Moi, j'ai vu un jour, quand je sortais des livres, j'avais eu un papier 4 pages dans l'événement du jeudi, c'était important. Eh bien, les mecs ne me parlaient que du Paris-Normandie que j'avais sorti la même semaine. Alors, Paris-Normandie n'avait pas le tirage de l'événement du jeudi. Voilà, mais c'est comme ça. Je pense qu'il n'y a pas de petits médias. Et il faut respecter tout le monde. Et puis, n'oubliez pas que les grands animateurs de radio, je pense à Julien Courbet, je pense à des gens de grands talents, comme ça, de cette qualité en tout cas, ont tous commencé avec des radios en région, hein. Tous. Il faut d'abord commencer. Quand on n'a pas fait d'école spécialisée, on commence tout simplement en tapant dans le micro, dans des régions, dans des associations, voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne, un jour. Ouais, et puis il y a l'offre médiatique qui va s'étendre avec le DAB+ qui arrive. On peut mettre 10 médias sur un canal. Ça va effectivement changer la donne, hein. L'AFM va disparaître au fur et à mesure. Elle sera remplacée par le DAB+ et la radio satellitaire, ouais, etc. Donc il va y avoir encore d'autres étendues de façon effectivement à communiquer, quoi. Mais et puis encore une fois de plus, moi tous ceux qui veulent commencer, que ce soit en chanson, en radio ou en télévision, n'oubliez jamais cette formule. Réussir, c'est insister. Toujours. On va conclure avec une phrase aussi qui m'a marqué, que tu as dite aussi dans une interview. Ça, j'ai trouvé ça génial. Alors, tu as dit, la popularité ou le succès, effectivement, ne se mesure pas à la qualité de ses amis, mais au nombre de ses ennemis. Oui. Alors ça, c'est une phrase qui n'est pas de moi. Faut rendre à César qui appartient à César. Je me souviens d'une discussion de Claude Carrère dans une voiture. Et Claude Carrère m'avait dit, il avait des gros problèmes, tout le monde le détestait, enfin, les chanteuses disaient beaucoup de mal de lui et tout ça, machin. Bon, même ses propres chanteuses, après. Bref. Et à un moment donné, il m'a dit, tu sais, moi, je démarrais ma carrière à ce moment-là. Et ça s'est passé rue de Suresnes, dans une voiture. Et Claude Carrère me dit, n'oublie jamais, Fabien, toi qui commences ton métier, tu sauras que tu auras réussi, au nombre de tes ennemis. Cette phrase, je l'ai jamais oubliée, parce qu'effectivement, alors moi, je me considère pas comme un homme qui a réussi. Mais enfin, j'ai beaucoup d'ennemis, j'ai beaucoup de gens. Alors, je suis très clivant comme personnage, évidemment. Mais en même temps, on ne se souvient que des gens clivants, hein. Bon. Et donc, en fait, je pense souvent à Claude Carrère, qui a été un grand producteur de disques et à qui on doit beaucoup de choses, et un grand producteur en télévision aussi. Et je peux pas oublier cette phrase parce qu'elle m'avait marqué dans la construction, cette phrase, et tellement dans la vérité. Ouais, et puis le fait d'être clivant, c'est aussi l'unicité. C'est avoir son propre caractère, savoir se démarquer des autres, et puis effectivement oui, avoir sa propre personnalité, quoi. Mais tout le monde se souvient d'une maladresse que j'ai eue un jour à propos d'une jeune artiste talentueuse d'ailleurs qui s'appelle Oshi. C'était il y a plus de 3 ans, par exemple. J'en parle aisément et sans complexe. Bon, c'est une maladresse de ma part. Je regrette évidemment ce que j'ai dit parce que je me suis pris les pieds dans le tapis, comme on dit. Je voulais pas m'attaquer, surtout pas à son physique, mais comme elle avait fait un album qui s'appelait Flippante, Étoile Flippante, j'étais dans l'analyse de dire flippante, un synonyme. J'ai dit bon, c'est effrayant. Bon. Et puis j'ai été maladroit avec cette personne. Bon, je m'en suis excusé platement. Et puis, mais ce que je regrettais surtout, c'est de pas pouvoir un jour, pourquoi pas, prendre un café avec elle, déjeuner avec elle, peu importe. Avec elle et sa compagne qui est aussi sa manageuse. Bon, parce que d'abord je trouve que ce qu'elle fait artistiquement c'est très bien. Ça m'a fait de la peine aussi qu'elle ne m'appelle pas parce que elle a eu beaucoup de peine. Je lui ai fait beaucoup de peine, je pense, mais j'ai un regret très profond. Mais en même temps, je me dis peut-être qu'un jour elle m'appellera, peut-être qu'un jour on se rencontrera, peut-être qu'elle me connaît bien et si elle me connaissait bien, je pense qu'on pourrait peut-être pourquoi pas un jour travailler ensemble ou être amis. Moi, j'ai aucun problème avec ça parce que je trouve qu'elle a du talent cette fille vraiment. Mais il y a des fois il y a des guerres qui s'installent. Alors tout ça a été très instrumentalisé, évidemment. J'ai des regrets, surtout, d'avoir dit cette phrase malheureuse, mal répétée, mal interprétée. Et surtout, mon regret de plus, c'est de ne pas l'avoir pris un café, de pas avoir pris un café avec elle. Voilà. C'est tout ce que je regrette parce que bon, la vie, des fois, elle est bête, c'est comme ça. Et des fois, on peut avoir une parole malheureuse. Vous savez, quand on a une parole publique, c'est dangereux aujourd'hui, hein. Bon, puis si on extrait une phrase d'une interview, c'est compliqué. Mais j'en parle aisément parce que je me dis, peut-être qu'un jour, elle aura le plaisir de me téléphoner, de m'appeler, Mathilde de son vrai prénom dans la vie. Et ça me ferait plaisir de la voir et de parler avec elle, d'échanger avec elle. Parce que, après tout, on nous a tellement fait parler, et l'un et l'autre, dans plein d'émissions, plein d'interviews, mais nous, on s'est jamais vraiment parlé, les deux, qui est dommage. Alors que je l'ai présenté dans les années bonheur, en plus. Bon, moi, je voulais pas soulever, ça, parce que je suis pas trop polémique, etc. Mais, bon, non, tu en parles, mais en même temps, moi, il y a eu l'affaire avec Sardou et la chanteuse du disco. Je suis en train de chercher Juliette Armanet. Voilà, c'est ça, Juliette Armanet. Ouais. Il y a eu, effectivement, aussi, il y a eu les tensions entre Sardou et Johnny Hallyday, où ils s'étaient jamais, effectivement, réconciliés. Et en fait, sur RTL, je crois, Laetitia Hallyday a parlé, a donné un pardon, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Non, mais, donc, je pense qu'aujourd'hui, l'époque est dangereuse, si je peux me permettre, Philippe. Aujourd'hui, l'époque est dangereuse parce que on voudrait, dans certains cas, qu'une opinion devienne un délit. Or, dans notre liberté, dans notre transparence aujourd'hui, c'est pas possible. On a le droit de penser ce qu'on pense.
si d'un seul coup, la moindre des opinions, que Juliette Armanet, par exemple, elle a le droit de dire qu'elle aime pas Michel Sardou, qu'elle le trouve chanteur de droite ou je ne sais quoi, elle a le droit de penser ça. D'ailleurs, Sardou s'est exprimé dans ce sens-là vis-à-vis d'Armanet. Et moi, si j'ai le droit de penser que quand je croise dans un studio Amy Winehouse à Canal+ un jour, ou que je croise, mettons, l'univers d'Oshi ou de peu importe, même si je regrette, mais j'ai le droit de penser ce que j'ai dit. Je ne l'ai pas insulté, je ne l'ai pas, et loin de moi cette idée, parce que je fais pas mon métier pour faire du mal aux autres. Donc je fais très attention, mais vous savez, des fois on dérape, on a une parole malheureuse, on a voulu dire, mais ce qu'on n'a pas voulu dire exactement, enfin bon. Mais on a le droit, quelque part, et que ce soit Sardou, que ce soit Juliette Armanet, que ce soit Johnny Hallyday ou Michel Sardou, on a le droit d'avoir une parole un peu dérapante ou qui sortit de son contexte. Il y a une forme de discrimination. On a le droit de faire ses erreurs, parce que si on connaît un peu le garçon qui dit ça ou la fille, bon, si on se connaît un peu, on sait bien que c'est un dérapage. Bon. Vous savez, moi, j'ai passé 40 ans de carrière, bon, sans qu'on ait des choses à me reprocher, hein. Bon, fatalement, évidemment. Mais j'essaye de faire attention, mais vous savez, c'est compliqué, parce que des fois, on est pressé, des fois, on est en retard, des fois, on est fatigué, des fois, bon, voilà, ce qui compte, c'est d'être fier quand on se regarde dans la glace le matin. Voilà. Ouais, c'est clair. Et dire, voilà. Non, mais c'est vrai que ce que tu expliques est aussi une constance de notre époque, de notre société. Voilà, aujourd'hui, tout est viral. Les réseaux sociaux, effectivement, ça peut aller dans les deux sens. C'est une arme à double tranchant, parce que automatiquement, tu dis un truc, c'est mal interprété, tu l'as dit un peu trop vite, etc. T'as même pas eu le temps de le rattraper, que quelque part c'est déjà parti, ça a fait le buzz et ça fait le tour du monde. Moi, ça fait le tour du monde. Je veux dire, ça fait le tour des réseaux. Et puis on peut déraper. Ça peut arriver. L'erreur est humaine. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire qu'on a, et encore une fois de plus, on a le droit de penser ce qu'on pense. Une opinion n'a jamais été un délit. Heureusement. Sinon, faut aller dans l'ancienne Union soviétique ou en Iran, où là, on met en prison et on les condamne à mort les rappeurs, quoi. C'est grave, quoi. C'est très, très grave. Donc, voilà. Si on veut que tout le monde pense la même chose, eh ben non. On a le droit d'être différent. Et d'ailleurs, je me souviens que Stéphane Bern avait pris ma défense quand on m'avait reproché certaines choses. Et il a dit, mais de toute façon, si on invite Fabien Lecœur dans une émission de télé ou à la radio, c'est parce qu'on a envie d'avoir son avis d'expert, qui n'est pas forcément comme tout le monde pense. On a le droit dans la mesure où on n'a pas des propos choquants ou racistes, évidemment. Bon, mais ce qui n'est pas mon cas. Je pense que voilà, et on a le droit d'avoir une opinion différente chacun de nous. Voilà. Mais justement, tu parlais des experts, on va refermer le rideau pour reprendre un terme du musical et des vieux cabarets d'antan. J'adore les cabarets, hein. J'ai bossé dans les cabarets. T'as raison, bien sûr. Et c'est formidable, c'est vraiment là tu vois des gens qui reprennent les grands Léo Ferré, Jean Ferrat, etc., qui sont interprétés. Je me souviens d'un monsieur moi que j'avais géré en sonorisation qui s'appelle Jean-Jacques Kira, qui est un chanteur qui interprète justement les grands comme ça, Léo Ferré, Jacques Brel, Brassens, etc. Et il est canadien à la base. Tu parlais tout à l'heure que les artistes avaient leur propre caractère, etc. Il n'était pas toujours commode, mais de temps en temps, il venait me voir en me disant, tiens Philippe, j'ai pas été très très commode. Si je peux t'offrir un verre, etc. Comme quoi, les artistes ont un grand cœur aussi. Un artiste, ça reste une personne humaine qui est fait de chair et de sang et qui a des émotions, qui a des angoisses, qui a des peurs, qui peut pleurer, qui peut rire. Voilà, je pense que c'est le propre des grands artistes ou des petits artistes. Je pense que quand on est artiste dans l'âme et dans le fond, on peut pardonner beaucoup de choses à tous ces grands artistes parce que c'est comme ça, c'est la sensibilité qui font qu'ils écrivent des chefs-d'œuvre des fois. C'est leur sensibilité qui font quand on vient les voir sur scène, ils sont magiques. Voilà, et donc voilà, moi je crois qu'il faut respecter tout le monde et moi là-dessus, j'ai aucun problème là-dessus, vraiment, sincèrement. Et j'ai traversé le temps. Il y a des artistes qui étaient prometteurs qui sont devenus plus personne. Et puis il y a des gens qu'on ne faisait pas attention à eux. Puis finalement, ils ont traversé le temps intelligemment. Je vais conclure avec une petite question, effectivement, histoire de te titiller un petit peu. T'aimes bien la Normandie? Moi, je suis en Bretagne. À ton avis, le Mont-Saint-Michel, il est quoi? Il est breton ou il est normand? Alors, moi, je pense que le Mont-Saint-Michel est normand. Bon, parce que il appartient à la baie du Mont-Saint-Michel. La baie du Mont-Saint-Michel, c'est Avranches. C'est la ville d'Avranches. Ouais. Et j'ai fait une expo sur la chanson française à Avranches, pour ça je peux en parler, parce que dans les fortifications d'Avranches, il y a le scriptorial, c'est-à-dire c'est un musée où ils mettent tous les manuscrits, les enluminures du Moyen-Âge, ils les ont enlevés du Mont-Saint-Michel, ils les ont mis dans la ville d'Avranches. Ils ont construit un musée pour ça d'ailleurs. Et Avranches, à ce que je sache, c'est en Normandie. Bon, alors maintenant, effectivement, on peut apercevoir le Mont-Saint-Michel quand on est en Bretagne aussi. Donc, c'est très compliqué, mais je vais souvent en Bretagne. Moi, j'adore la Normandie et la Bretagne. Pourquoi? Parce que j'ai découvert la Bretagne grâce à Alain Barrière, dont je me suis occupé pendant 8 ans, et avec sa fille aujourd'hui, avec qui je suis très ami, Guénaëlle Barrière, qui a réouvert le Stirven en Bretagne,
pour le bonheur de millions de Bretons et de Parisiens en vacances en Bretagne l'été. Cet endroit est un succès, créé par la Barrière et repris par sa fille depuis. C'est à Carnac, donc à côté de la Trinité-sur-Mer, donc je vais souvent là-bas. Ah, la Trinité-sur-Mer. Moi, j'aime la pluie, le vent, j'aime tout ce qu'aimait René Fallet. J'aime le soleil aussi, mais moi je trouve que on est bien en Bretagne comme en Normandie. On a pratiquement les mêmes temps, plus ou moins, et moi j'adore. Moi, j'aime mettre mon ciré et mes bottes pour aller marcher sous la pluie, dans les feuilles. J'aime aller au bord de mer, même quand il y a du vent, de la tempête. Mais j'aime aussi les plages ensoleillées de Normandie, de Bretagne. Donc, j'ai pas de problème. Je pense que il n'y a pas de débat pour moi. C'est vrai que la Normandie, moi je l'ai faite un petit peu de long en large avec ma compagne. On a été en vacances. J'ai bien aimé justement, tu parlais des musées. À Avranches, d'ailleurs sur un des ronds-points, il y a un char. Je crois que ça doit être un Sherman, à mon avis. On a été faire donc Omaha Beach, Utah Beach, etc. On a été jusqu'à Deauville et c'est magnifique, quoi. Et d'ailleurs, une chose que j'avais remarqué, c'est que les gens qui tiennent des tabacs presse sont souvent des Chinois, des Asiatiques. Ah oui? Ouais. Ah d'accord. En Normandie, ouais. Je regarderai mieux la prochaine fois. On salue la communauté chinoise au passage. Merci en tout cas Fabien. Si on a envie de continuer à discuter avec toi, si on a été sensibilisé par tes propos dans cette longue interview que je vais couper en 2 parties, comment on peut faire? On peut m'envoyer des messages par internet, sur mon Facebook, on peut m'envoyer tout un tas de choses. J'ai un Facebook, un Instagram et un X très activé quand même aussi, régulièrement. On peut me joindre, je réponds. On peut m'écrire même 22 rue de Pontieux dans le 8e à Paris, parce que je réponds à toutes les lettres que je reçois et avec la télé, je reçois énormément de courriers, pas que des mails, hein. Il y a beaucoup de gens, moi, dans mon public, qui m'écrivent avec un timbre, avec une lettre à la poste. C'est vrai qu'on en reçoit de moins en moins, mais quand même. Et je prends soin de répondre à tout le monde. Donc, des fois, le dimanche, quand j'ai rien à faire, je me mets à mon bureau et je réponds à une trentaine de lettres comme ça. De temps en temps, ça me prend et puis voilà, ça me fait toujours plaisir et voilà. Et c'est important, je pense, cette démarche-là d'aller vers l'autre, même sur des gens qu'on connaît pas, qui sont à l'autre bout de la France et puis qui vous écrivent parce qu'ils ont pris le temps d'écrire une petite lettre, de coller un timbre, de vous l'envoyer, etc. Et moi, ça me touche beaucoup parce que moi, quand j'étais petit, je vais vous faire une confidence, Philippe. Quand j'étais petit, j'adorais Pierre Bonte. Je l'écoutais à la radio. Je trouve qu'il était merveilleux quand il racontait les histoires. Qui travaillait avec Jacques Martin. Qui travaillait avec Jacques Martin, mais qui avait une émission en radio aussi sur Europe 1 à l'époque. Ouais. Et bien un jour, je lui ai écrit. J'habitais Vernon. Vous savez qu'il avait une maison à côté de Vernon, à Bonnières. Et un jour, je lui ai écrit à Europe 1. Il m'a répondu. Il m'a fait un petit mot, une petite lettre très gentille, avec une petite carte dédicacée, tout ça. Il m'a encouragé, etc., à venir le voir un jour et à faire ce métier qui me faisait rêver. Et j'ai toujours gardé sa petite lettre. Et un jour, je l'ai rencontré, bien sûr, parce que je l'ai même reçu dans des émissions. Et j'ai présenté un spectacle à l'Olympia pour les Auvergnats de Paris avec lui, d'ailleurs. Ça a été mon plus grand bonheur évidemment, quand on a la chance de présenter une émission avec quelqu'un qu'on écoutait quand on était petit à la radio. C'est la boucle est bouclée. Et c'est un des meilleurs souvenirs peut-être de mon métier. Bah oui, c'est vrai. Alors dans les anciens comme ça, il y en a un qui était très fort aussi, c'était Pierre Dac et puis Francis Blanche avec Signé Furax. Moi quand j'allais à la bibliothèque, hop, automatiquement j'écoutais les 33 tours de Signé Furax. Oui. Mais bon, c'est vrai que c'est une autre époque. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les gens qui font ce métier comme vous et moi par exemple, on fait jamais ce métier par hasard. On le fait parce qu'on a eu des modèles qui ont été des inspirateurs. Et ça, il faut le rappeler. On peut pas faire ce métier. Mais les chanteurs sont pareils, ils sont comme les gens de radio ou de télé. Ils ont eu des gens qui ont été des modèles pour eux et qui les ont inspirés, quoi qu'il arrive. Donc, on fait jamais ce métier par hasard, jamais. Il y a toujours eu quelqu'un qui vous a influencé, finalement, dans vos choix et dans votre direction de vie, un jour. Ah, mais c'est tout à fait juste ce que tu dis, parce que moi, mon père spirituel, c'est Jean-Yann. Et c'est vrai que Jean-Yann, j'adore, parce que c'est un multipotentiel également. Il a fait Tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, cette satire sur la radio. Il a fait Moyen d'avoir des sous sur la satire, effectivement, du syndicalisme, etc. T'es un gars de caractère, tu parlais de personnes clivantes de ta personne, mais là, on est en plein dedans aussi avec Jean-Yann. Voilà, c'est des gens qui ont su s'imposer. Et d'ailleurs, je crois que Sardou était passé dans une sorte de radio crochet. Et en fait, Jean-Yann avait dit, vous n'y réussira pas, ça ne marchera pas, etc. Moi, je vais te faire une confidence, et on en termine là, comme ça, si tu veux bien. Oui, tout à fait. Je vais te faire une confidence, parce qu'on me pose souvent la question, comment ça se fait? Je suis l'auteur d'un dictionnaire où je raconte les histoires de chansons qui est réédité tous les 18 mois, 2 ans. Et un jour, on m'a posé la question, et j'ai pas su répondre. Et j'ai trouvé enfin la réponse. On m'a dit, mais pourquoi vous êtes devenu un spécialiste de la chanson et que vous écrivez comme ça des dictionnaires et tout, et des chansons, les histoires, comment sont nées les chansons? Parce que quand j'étais petit, j'ai vu un jour Jean Nohain, qui était venu dans une quinzaine commerciale à Vernon, dans l'Eure, où moi j'ai fait mes études, en tout cas mes classes primaires au collège César-Lemaître. Il est venu faire une quinzaine commerciale avec les magasins Citroën à l'époque, rue d'Albufera. Et je l'ai rencontré. Et sur scène, il a raconté, sur une espèce de petit podium, il a raconté un jour l'histoire de la chanson. Il était un petit navire. Ça m'a tellement passionné, j'ai dit, moi un jour je voudrais faire comme Jean Nohain, raconter des histoires de chansons. Vous savez que la chanson Il était un petit navire, c'est une chanson qui date de très très longtemps, on va dire des années 40, 50, et personne n'en voulait, aucun éditeur n'en voulait, parce que les gens trouvaient la chanson, bon. Et celui qui l'a écrite, c'était quelqu'un qui était bègue. Ah ouais. Et donc,
il était reçu par tous les éditeurs et à chaque fois, quand il chantait sa chanson pour la donner à un éditeur, pour qu'un éditeur la donne à un chanteur, qui l'interprète donc, les gens disaient non, mais ça marchera jamais. Comme le mec était bègue, on a dit ça marchera jamais. Seulement, un jour, il y a un éditeur, qui était un ami de Jean Nouin, d'ailleurs, il a dit, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Et c'est comme ça qu'est né le tube pour les enfants, du petit navire, parce que le fait qu'il ait été bègue, c'est devenu une qualité dans le phrasé de la chanson. Parce que le jamais navigué, c'est né parce que c'était un bègue qui a fait la chanson. C'est génial l'histoire. Quand Jean Nouin racontait cette histoire sur un podium, passage des Huliers à Vernon, ma vie a changé. J'étais enfant. Et donc j'ai écouté l'histoire de cette chanson. Vous connaissez bien sûr la chanson pour enfants, Le Petit Navire. Il était un petit navire. Et j'ai dit c'est génial. Et vous vous rendez compte que après je suis devenu, j'ai fait un de mes premiers livres où j'ai raconté comment sont nés les 30 premiers succès des hit parades et ou du top 50. Et c'est finalement Jean Nouin qui m'a donné l'inspiration dans mon enfance de faire finalement de raconter dans des livres les histoires de chansons. Tu parles de chansons d'enfance. La chanson Petit Papa Noël de Tino Rossi, en fait, elle s'est vendue à combien d'exemplaires? Il en a vendu combien, en fait? D'abord, elle a été faite en 1943, la première chanson. Mais après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand le disque s'est vraiment popularisé à partir des années 60, où on a vraiment vendu du disque, à ce moment-là, je pense que 30-40 millions de disques, à mon avis. C'est énorme. Parce que toutes les familles françaises, il y avait un disque de Tino Rossi qui tournait sur les tourne-disques à l'époque, puis les manche-disques et puis les platines. C'est-à-dire, je pense qu'il y a peut-être 30, 40, 50 millions d'exemplaires. C'est la chanson la plus populaire qui a été vendue? C'est la chanson, non. Alors, la chanson, oui, la plus populaire, c'est celle qui a été vendue. Mais sinon, le disque qui s'est le plus vendu, qui est mi-chanson, mi-musique, c'est Les Fiancés d'Auvergne de Verschuren. Il a fait 11 millions de disques vinyles 45 tours. Ah ouais, parce qu'il y a eu aussi Gigi Daniel avec La Danse des Canards aussi. Non, La Danse des Canards a fait 3 millions. D'accord. Le record, c'est 11 millions. C'est Les Fiancés d'Auvergne. C'est une chanson qu'il a sortie en 60 ou 61 et qui a fait déjà tous les Auvergnats ont acheté Les Fiancés d'Auvergne, évidemment, déjà. Et l'Auvergne, c'est quand même des millions d'habitants déjà. Et Bougnat et tout, ouais, tout à fait, ouais. C'est devenu un standard, Les Fiancés d'Auvergne, dans le répertoire évidemment de Verschuren, comme Perle de Cristal dans les répertoires d'Yvette Horner, par exemple, vous voyez. Donc en fait, c'est devenu un immense succès, très curieusement. Voilà, c'est le record en France vinyle. C'est difficile de battre ce record aujourd'hui parce que le vinyle, on n'en vend plus. Et même des singles, on n'en vend plus autant. Pour faire 11 millions, il faut quand même se lever de bonne heure maintenant. Ah ben c'est clair, tu parlais des Auvergnats, c'est les Bougnats, c'est toute l'arrivée effectivement des Bougnats sur Paris et autres. C'était une puissance, c'était des alliances par alliance, Michelin, absolument, etc., qui avaient créé la ville dans la ville. C'est énorme, hein. Voilà. On va conclure parce que sinon on y passerait effectivement des heures et des heures, c'est passionnant. Merci effectivement Fabien d'avoir accepté mon invitation parce que on a passé de bons moments. Tu nous as remémoré des choses et en même temps, je pense que les gens t'ont découvert d'une autre manière, justement basée sur l'amitié, sur le fait de transmettre également ton savoir, tes connaissances, ton domaine d'expert aussi, ton domaine d'auteur. Voilà, donc tout un canevas, toute une palette effectivement que tu portes en toi et je pense que tu es un homme qui fait partie de notre patrimoine français par rapport à notre culture et c'est important. Merci en tout cas de ces compliments et merci de votre fidélité et puis je serai toujours là, enfin j'espère encore un bon moment, j'en suis qu'à la moitié de ma carrière, j'espère faire 110 ans et j'espère encore faire des podcasts avec plaisir quand vous avez un petit moment. Eh ben avec grand plaisir. Dernière petite chose, est-ce que tu as créé ton compte TikTok? Parce qu'aujourd'hui TikTok c'est hyper important et est-ce que tu as ton TikTok? Non, j'ai pas de TikTok. J'ai un Twitter enfin qui est devenu X, j'ai un Instagram, j'ai un Facebook, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné j'ai beaucoup de gens, j'ai à peu près 2 millions de personnes qui me suivent, ce qui est beaucoup aujourd'hui, hein. Et à un moment donné, alors j'ai quelqu'un à mon bureau qui s'occupe de ça, mais moi j'ai pas le temps de me mettre comme ça en permanence sur tous ces comptes parce que j'ai passé de temps dans une journée, même si c'est important, mais en même temps, j'ai pas besoin de me faire connaître parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres médias pour se faire connaître que TikTok. Je pense qu'il y en a qui en ont besoin. Moi, je me sens pas utile à ça. Mais peut-être que j'en ferai un TikTok un jour, pourquoi pas, mais déjà quand on a déjà 3 comptes déjà qui tournent, enfin même j'en ai 6 comptes qui tournent à travers les Facebook, les Twitter et les Instagram, c'est déjà beaucoup, hein. Et plus la télévision, vous savez déjà quand j'ai des trucs à dire, ça circule pas mal déjà, hein. C'est clair, mais TikTok c'est important parce que c'est quand même le 2e moteur de recherche après Google et YouTube est passé en 3e position. Donc TikTok, même si tu as pas beaucoup d'abonnés, c'est hyper viral, tu peux faire des vidéos à 1 million, 2 millions de portée quoi. T'as un taux d'engagement qui est foudroyant quoi. J'en fais déjà, j'ai mis une vidéo que j'avais tournée dans une loge avec Linda Suza et pour le premier anniversaire de sa disparition au mois de décembre l'année dernière, j'ai mis une vidéo de 20 secondes. J'ai fait 1 240 000. Ça m'étonne énorme. pas.
énorme. Et en 3 jours. C'était sur Facebook ou sur Twitter. Je sais plus, sur l'un des deux. Enfin, sur X. Donc, non, je connais bien. Mais c'est vrai qu'il y a déjà, j'ai un tel réseau déjà que j'arrive plus à suivre parce qu'on passerait notre temps sur les écrans toute la journée, quoi. Vraiment. Tout à fait. Merci de nous avoir suivis les uns les autres. Merci effectivement de mettre donc 5 étoiles sur Les Experts Parole de Leader, votre podcast. Et puis aussi de mettre des petits messages sur Spotify. C'est important. Ça permet effectivement de qualifier le podcast et de le faire monter au niveau des rankings. Et puis aussi, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube parce que vous verrez qu'il y a toujours des nouveaux invités. Je vous invite des personnes, je vous fais découvrir des personnes différentes dans Les Experts. Merci Fabien et je te dis à très très bientôt. C'est un bonheur. À très vite. Merci à vous.